Allez, je vous propose qu'on passe aux comics et aux BD. On en a encore pour un petit moment, hein. Allez, comics et BD. On va continuer notre exploration dans l'univers d'Alien, parce que j'ai tous les aliens. Et donc là, ça va aller un petit peu plus vite, puisqu'on a vu tous les omnibus. On a vu tous les omnibus. Donc là, je vous réfère aux vidéos précédentes. Mais depuis 2023, Alien est passé sous l'effigie de Marvel. Et donc là, il y a d'abord une première trilogie qui a été réalisée, qui s'appelle donc voilà, Les Liens du Sang, Renouveau et Icar. Et donc cette première trilogie, c'est une trilogie sans lettres en fait. C'est-à-dire que c'est des histoires qui sont fortement liées, mais ça reste trois histoires indépendantes. Donc dans cette trilogie, il y a un nouveau type d'alien qui est teasé dès le début. Je vais vous montrer, qui est ici. Voilà, qui est là. Elle là. Bon, je vais pas le cacher. J'ai l'impression que c'est une sorte de reine Zerg pour ceux qui ont joué à StarCraft. Et là, je dois avouer que je commence le truc, c'est pas très inspiré. Surtout un truc en forme humanoïde comme ça, bon, un peu comme si la forme humaine était la forme ultime. Bon, je me suis dit, on verra comment c'est exploité un peu plus tard. Mais bon, rassurez-vous, on ne la verra pas, parce qu'en fait, c'est plus une intrigue en toile de fond. Et en fait, je trouve dommage en fait de l'afficher dès le début, parce que tu casses l'effet de surprise. C'est un peu, voilà. Pour moi, déjà, l'effet est cassé. Le fait de le montrer dès le début, tu aurais dû garder ça pour un moment vraiment intéressant. Et en plus, ça ne sera pas vraiment, je spoil bien, mais ça ne sera pas vraiment utilisé par la suite. Donc, dans ce premier volume, on va avoir, alors les dessins, je trouve qu'ils sont un peu froids, hein, vous allez voir. C'est pas mes dessins préférés clairement du truc, mais bon, ça se lit. On va avoir une relation père-fils un peu compliquée, avec un père militaire voilà, qui est poussé à la retraite. Je vais peut-être mettre un truc dessous pour soulever un peu, voilà, pour les reflets. Un père qui est militaire et qui est poussé à la retraite, et qui avait pu, dans une mission, ramener un œuf d'alien pour la compagnie. Donc la compagnie, bien sûr, veut mener des expériences, et un fils qui, lui, va rejoindre un groupe d'extrémistes pour faire tomber la compagnie. Et donc, ça va être une guerre d'idéologie entre deux générations, avec des aliens qui vont mettre la pagaille, et notamment nouvelle alien Alpha, qu'ils appellent. Donc ça reste un récit assez cool, malgré le dessin qui est assez rigide, hein, qui manque de vie, clairement. On dirait plus un roman photo avec des expressions un peu exagérées. Mais ce que j'ai aimé, c'est que la Weyland Yutani, elle est remise au centre des histoires comme le commanditaire direct. Et c'est des éléments qui manquaient avant dans les anciens récits. C'est-à-dire que du coup, là maintenant, les récits Marvel vont être beaucoup mieux inscrits dans la continuité de la série. Et donc, on surfe un petit peu sur la nostalgie quand même, parce qu'ils font revenir un cyborg Bishop. On le voit ici, là, un petit peu, en bas. Et un nouvel alien qui fait un peu penser, pour moi, qui est lu l'intégrale, un peu au roi des aliens qu'il y avait dans l'omnibus, c'est-à-dire l'alien alpha, encore plus gros, encore plus méchant, un alien qu'on ne reverra pas après. Donc voilà, donc ça reste une histoire sympathique, ça peut être une bonne porte d'entrée, je reviendrai après sur le bilan un petit peu de toutes ces séries. Pour l'instant, je vous montre un petit peu le contenu. On a le volume 2, Renouveau, qui se passe 2 ans après, mais pas au même endroit. Là, cette fois, on va suivre une colonie qui appartient à un groupe religieux. Hop là. Et une sorte de secte qui s'appelle les Fillers, qui sont éloignés de la technologie. Et les Amériques Unies ont promis aux Fillers de les laisser vivre sur leur planète une fois qu'ils auront complètement terraformé la planète. Et là, on arrive au moment où la planète est prête, mais les aliens vont vite faire de cet endroit un enfer.
Et surtout quand on sait que la compagnie n'est peut-être pas pour rien là dans cette histoire. Et donc on va retrouver un personnage du volume précédent. Et l'histoire se lit bien. C'est pas une histoire qui m'a surpris. Disons que j'ai déjà vu ça dans les omnibus. Voilà, c'est plutôt ça. Pardon, c'est pour ça que j'ai pas été non plus ultra surpris par l'histoire. Mais pour un nouveau lecteur, je pense que c'est assez cool et niveau dessin, je le trouve déjà un petit peu plus agréable. Euh, donc c'est un volume qui est quand même très axé action et je dirais divertissement. Ensuite, alors, attendez une petite seconde. Hop là, besoin de me moucher. Ensuite, le volume 3. On a dans ce troisième volume qui s'appelle Icar, qui est le dernier volume de cette première trilogie. Cette fois, on change de dessinateur. Je préfère beaucoup plus ces dessins ici, qui font plus crayonner. L'autre, dans le volume 2, ça passe mieux, même si ça reste un peu figé, ça passe mieux. Dans le premier volume, voilà, c'est là où c'est plus difficile. Et là, on est 15 ans plus tard. Ah, moi, j'adore les dessins par contre. Là. On est 15 ans plus tard et on est dans un centre de recherche en ruine à cause des aliens. Et il y a une équipe de marine qui est envoyée sur place. Et cette équipe est composée uniquement de synthétiques qui sont, qui sont tous indépendants en fait et qui vivent à l'égard des humains. Et c'est des anciens combattants. Mais sous couvert, pareil, de promesses de la compagnie, pour qu'ils deviennent des vrais citoyens, ben, ils se retrouvent obligés de participer à une mission. Et comme pour les autres, parce que c'est le même scénariste en fait, ça va être très axé action, mais il va aborder les thèmes de la famille et ce que ça représente pour eux, les artificiels en fait. Euh, Eux qui étaient en fait que des machines de guerre exploitées et l'usage des synthétiques par les humains qui ne sont que des machines pour les humains et qui bouclent je pense sur, on va dire, la reine alien, mais qu'on ne va pas vraiment voir derrière. Quand tu dis première trilogie, non, ça veut dire que les trois récits sont liés, en fait. C'est pour ça que c'est une première trilogie, et après c'est pas les trilogies, pardon, mais il y a un diptyque, en fait, juste après. Mais qui est très séparé. Donc, en fait, ces trois-là sont liés, mais peuvent se lire quand même séparément. C'est pas du tout gênant. Donc, ça, c'est le. Je vous ai présenté rapidement les trois. Oui, visuellement, il est quand même assez cool celui-ci. Moi, j'aime beaucoup. Je pense de cette première bloc d'histoire de trilogie, c'est peut-être mon préféré celui-ci. Et pour parler un petit peu de l'ensemble, ben, le fait que ce soit le même scénariste ben, font qu'ils ont tous un peu un ADN commun. Donc pour des histoires qui sont plus basées sur de l'action, mais qui essayent d'utiliser le nouvel univers alien, celui que Marvel est en train de dessiner, et faire des expériences auprès du public, je pense. Et c'est là où on a le droit, enfin, on a enfin le droit à des histoires qui s'inscrivent dans une continuité générale, et ça rajoute quand même un petit peu de corps à l'histoire par rapport à ce qu'il y avait avant. Même s'il y a des transformations et des choix des fois pas le plus heureux, ils essayent quand même de développer l'univers de manière officielle et ça c'est assez cool. Et comme je disais, la compagnie elle est mise en avant alors qu'avant elle était totalement absente alors que c'est le grand méchant de l'histoire au final. Et ce que j'ai pu voir ici, c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été reprises et remaniées des omnibus d'avant. Comme je disais, l'alpha qui fait penser au roi alien, la secte ou certaines histoires de synthétiques. Mais tant mieux, parce que, comme je vous l'ai dit, bon, ben, les omnibus, c'est un vivier de propositions intéressantes, mais il faut quand même se lire les 4 tomes, quoi. Et c'est pas dans la continuité. Et ça, je pense, pour beaucoup, c'est assez important. Et voilà, et pour finir, en fait, moi, les intégrales, enfin, ces nouvelles histoires, pardon, m'ont moins surpris, elles m'ont plus diverti, parce que je connaissais déjà ces thématiques, elles ont déjà été abordées. Par contre, je pense que c'est pas pareil pour un public qui est plus néophyte, qui a pas envie de lire les aliens, enfin les omnibus, et qui a envie de commencer Alien avec du récent. Ben là,
c'est une bonne porte d'entrée pour commencer en disant mais laisse tomber les omnibus, commence directement avec ces aliens et en fait tu auras de l'alien qui est dans la continuité. Et en plus qui sera plus moderne parce que moi j'adore les vieux là où ça parle beaucoup et tout, mais bon je sais que beaucoup de textes peuvent aussi rebuter, là on est quand même sur un truc un peu plus léger à lire. Le seul truc, c'est que le scénariste, à la fin de ces 3 volumes, va changer après et va laisser beaucoup de choses sans réponse. Et en fait, il va, je pense, il a mis en place des briques en espérant que quelqu'un d'autre les exploite dans le futur. Je pense que c'était ses intentions. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore été exploités à leur juste valeur. Euh, Au niveau de la suite, il y a donc une deuxième série qui est en 2 volumes qui ressemble à ça. Donc ça, c'est le volume 1 qui s'appelle Dégel et le volume 2 qui s'appelle Descendance. Alors pour les différencier, alors vous avez écrit derrière les épisodes, mais pour que ce soit plus clair, en fait, vous avez des couleurs différentes. Voilà. Bleu, enfin vert et blanc, tout simplement. Je vous le dis parce que du coup je me disais bon ok là c'est Alien 2022 1 à 5, là c'est Alien 1 à 5 mais 2023, enfin des fois pour trouver c'était pas le plus simple, j'avoue là le Marvel a pas trop assuré. Donc là sur ces 2 volumes c'est un nouveau scénariste, nouveau dessinateur et les 2 histoires vont se faire suite directe en fait mais avec 10 ans d'écart entre les deux. Pareil, j'aime beaucoup là. Je préfère clairement les deux là que la première trilogie. Et donc là, cette fois, on est sur une base scientifique quasi abandonnée, seul avec une personne, une femme enceinte et sa fille. Voilà, et un homme qui travaille sur place et qui étudie en fait, enfin tous les 3 étudient la glace pour la transformer en eau potable. Euh, et pendant leur expédition, pour des prélèvements, ils vont tomber sur un facehugger dans la glace, voilà, qu'on voit ici. Et donc bon, ben, ils l'ont pris, ils l'ont ramené. Et là, tout se corse parce que la Weyland Yutani arrive, parce qu'ils ont vu qu'il y avait ce facehugger. Et ils ont en fait racheté la grande compagnie. Et du coup, maintenant, ils se retrouvent employés de la Weyland Yutani alors qu'ils n'avaient rien demandé. Et maintenant, ils leur doivent des comptes. Et c'est là que bon, ben, la scientifique qui est enceinte n'est pas très très coopérative. Et bien sûr, on va vite apprendre que cette terre glacée est remplie d'aliens et le facehugger, bon ben, va pas rester longtemps dans la glace. C'est une histoire que j'ai trouvée excellente par rapport à la première. Moi, je trouve que c'est haletant de bout en bout. Et là, c'est un récit qui dévoile un peu secret sur secret en fait, et ça se lit d'une traite. Donc on découvre une nouvelle espèce d'alien, comme dans les omnibus aussi, mais du coup ça rajoute un petit peu de nouveauté. Et je trouve que les récits, donc comme je vous disais, les 2 récits, c'est avec 10 ans d'écart, les récits là sont très efficaces, ils sont prenants. Attendez, ça c'est une première histoire, et après il y a la deuxième histoire, voilà, qui reprend ici. Ils sont prenants et voilà, comme je dis, le volume 2 il suit cette lignée. Elle est un peu plus découpée parce que voilà, bon, je sais plus ce que j'avais noté, mais voilà, elle est un peu plus découpée parce que l'action se passe à plusieurs endroits. Mais au début, on a un chapitre spécial, ce chapitre-là, qui explique comment les aliens sont arrivés sur la planète. Ça, c'était très cool. Et il y a tout un questionnement sur la famille qui est très très sympa. Mais aussi du côté de la Weyland Yutani, en fait, parce qu'en fait, il y a un cousin d'un Yutani qui se pointe et qui essaie un peu de trouver sa place dans la famille. Et on l'envoie faire des trucs un peu merdiques, en fait. Et donc voilà, et les dessins, pareil, je les trouve superbes. Ça, c'est vraiment, ça me plaît. Et on va retrouver un peu les mêmes éléments là que j'avais pu citer dans la trilogie précédente. Et moi, je trouve que c'est une très bonne histoire. Donc, si vous connaissez pas Alien, ben, l'autre est une bonne porte d'entrée. Si vous connaissez un peu Alien, machin, vous pouvez directement lire celui-ci. Moi, je trouve qu'il est mieux. Ces 2 volumes, je les trouve mieux, plus jolis et plus intéressants que les 3 premiers. Mais dans tous les cas, ça reste pour moi des bonnes portes d'entrée si vous ne voulez pas lire l'omnibus. Voilà, donc là, vous avez en tout cas un retour là
sur Alien. Il y a d'autres titres que je réserve encore pour la prochaine fois, avec le What If, le Romulus et le nouveau, le Black and Blood. Et puis entre-temps, il va sortir le Alien versus Avenger. Et je pense que je vous ferai un dernier bloc de tous les aliens. Et puis après, je les ferai un peu au fur et à mesure où ça sort. Voilà, en tout cas, je vois, Asila, ça t'a donné envie. Donc moi je vous conseille en tout cas, si vous hésitez, au moins la deuxième, donc Dégel et Descendance, que j'ai vraiment trouvé super visuellement et tout. Puis après, si vous aimez l'univers Alien, vous pouvez continuer à approfondir, quoi. Donc voilà, donc ça. Mais en tout cas, du coup, là, vous avez tout. Vous avez les 4 premiers omnibus et vous avez maintenant les 2 premières séries. Et après, je vous parlerai des petits trucs. Voilà, mais après, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi, comme je dis, j'ai adoré les vieux aliens pour ce que ça pouvait proposer, pour plein de choses, euh, sans essayer de vous dire que c'est des œuvres exceptionnelles, hein. Il faut derrière apprécier les tentatives, les idées, etc. Alors sinon, dans mes lectures, alors c'est des lectures que j'ai prises à la médiathèque, donc vous vous doutez bien que là je n'ai pas tout en livre, mais j'en ai quelques-uns en livre, ce qui me permettra de vous les montrer. Alors il y a peut-être des trucs que j'ai mal classés entre BD et comics, hein. M'en voulez pas, hein, au bout d'un moment c'est pas très grave, ça reste de la BD. Donc j'ai lu à la médiathèque, mais je vous ai fait une critique pour celui-ci, donc je vais pas rester longtemps. Mais j'ai lu Là où gisait le corps. Et Là où gisait le corps, donc de Ed Brubaker et Sean Phillips, donc un comics qui se passe dans une petite bourgade en 1984. Et en fait, on va suivre la vie de différentes personnes qui vivent dans cette bourgade. Donc, c'est 9 personnes et qui ont tous secret, je dirais, qui sont tous indirectement liés. Et en fait, on va suivre ces différentes personnes dans ce quartier et découvrir un petit peu l'intimité qui se cache et les secrets qui se cachent derrière. Je dis pas plus parce que je reviendrai dessus un peu plus tard, mais voilà, j'ai trouvé le récit vraiment très très bien, je me suis régalé. J'aime beaucoup le visuel. Attends, je passe juste quelques petits passages de coquin. J'aime beaucoup le visuel, les couleurs telles que c'est, mais j'aurai l'occasion de revenir dessus. En tout cas, c'était une très bonne lecture, mais j'ai déjà fait une critique sur ce titre. Sinon, je vous en avais pas parlé, mais en ce moment, je lis Invincible. Donc, je suis à la série principale. Alors, je vais juste ouvrir le tome 2, mais j'en suis à l'intégrale 6. Et je vous en avais pas encore parlé d'Invincible, mais je trouve cette série vraiment excellente. C'est la série de super-héros qui joue des codes des super-héros et qui s'embêtent pas de vouloir faire des entrées hyper classe. Le mec, ils arrivent directement dans des combats et ils jouent des codes. En fait, Kirkman, qui est l'auteur de Walking Dead, s'amuse toujours à essayer de ne pas aller vers la direction qu'on pense aller. Et à chaque fois, tu es surpris et tu t'attaches vite au personnage, tu t'attaches vite aux événements qui se passent et tu as des surprises à l'intérieur. Et je ne veux pas trop dévoiler, donc je vais peut-être rester sur le premier. Alors, le dessin du premier, c'est pas le même dessinateur, ça s'améliore. C'est déjà propre, hein, mais ça s'améliore après. Et en fait, c'est euh, c'est vraiment le space opéra. Tu voyages dans l'univers, il y a des combats qui sont mais d'une puissance et d'une violence assez terrifiante. J'avais pu voir des planches à l'époque en Angoulême, ça m'avait surpris. Et là maintenant j'ai commencé à les lire et il y a toute une réflexion justement aussi sur la justice et qui fait le bien, etc. Et là où j'en suis justement, il y a un basculement dans la pensée du héros et vraiment c'est génial. Moi, je me régale. Et là, ce que je fais, c'est que je lis tous les week-ends, je lis à peu près la moitié d'une intégrale pour la savourer et prendre le temps de lire Invincible. Donc,
je reviendrai peut-être. Je pense pas que je ferai une chronique sur Invincible parce que c'est le genre de bouquin que tout le monde a parlé des dizaines de fois. Tout le monde est venu avec son petit commentaire et tout. Mais il y a des planches, certaines planches qui sont mais incroyables. Alors attends, hop là, je vais pas montrer plus, je vais plutôt me mettre ici. Voilà, mais il y a des planches qui sont vraiment juste incroyables en termes de détails et tout. Et en fait, c'est souvent ça, c'est genre, hé, salut, au fait, il y a des méchants. Et là, tu rentres direct dans l'action, et puis vas-y, c'est parti. Il y a plein de trucs comme ça, et il y a beaucoup il y a beaucoup la notion du bien et du mal est souvent remise en question. Et c'est hyper intéressant. Et il y a plein de trucs, je me dis, ah putain, mais il a fait ça. Et là, à chaque fois, tu te dis, ah, mais là, il se passe quoi? Et là, tu fais, ah non, mais il est parti là-dedans, je ne m'attendais pas. Et c'est un régal à lire. Donc voilà, je ne dis pas plus sur Invincible, mais c'est un très bon moment de lecture. Donc je peux que vous conseiller de lire Invincible. Franchement, c'est une genre de série, si l'éditeur le sortait en version omnibus ou en version intégrale, 500 pages ou un truc comme ça, je pense que je les achèterais en physique. Parce que là, le problème, c'est que leur édition ultra épaisse, là, elle est trop grosse en fait. Il faut vraiment qu'ils fassent une édition beaucoup plus compacte pour ça. Sinon, tant pis pour eux. Ils n'auront pas mon argent. J'ai lu ça, Jeff. Alors ça sortait chez Panini, j'ai pris une version anglaise. Tout le début est sans texte et c'est ultra mignon. C'est-à-dire que du coup, c'est un petit requin avec des pattes qui joue avec tous les trucs de super-héros de l'univers Marvel. Et je les connais pas tous en plus les héros. Hein. Tu vois, elle à gauche, je sais même pas qui c'est. Mais à chaque fois, c'est ultra cute. Et autant j'avais acheté Petit Requin que j'ai pas plus kiffé que ça en le lisant. Alors j'ai acheté pour ma petite nièce là, quand elle grandira un peu, voir si elle accroche. Mais autant ça, je lisais, j'étais mort de rire. C'est tout mignon comme tout. Donc si vous avez l'occasion de lire, c'est Jeff, allez-y. Il n'y a pas de texte, il n'y a qu'à la fin. À la fin, il y a une petite histoire avec un peu de texte, voilà, en anglais, mais c'est mignon comme tout. Voilà, là, il a avec le truc de Venom, la symbiote là, et mais il y a pas, voilà, il y a très peu de texte au final. Voilà, souvent c'est que des bulles ou là il y a eu texte, voilà, mais souvent c'est que des bulles en fait. Donc ça, voilà, je dis pas plus, mais c'est vraiment mignon comme tout. C'est très drôle et je lisais du coup histoire par histoire ou deux petites histoires pour pas trop lire le truc et lire tout doucement. Voilà, donc ça c'était la petite pause tranquille. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu aussi ça, le DC Anthology. J'essaye de comprendre un peu comment fonctionnent les univers DC et Marvel, et je suis tombé sur DC Anthology. Et en fait, DC Anthology, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça va te reprendre les premières histoires. Alors, c'est pas la première, mais les premières histoires des super-héros, tout en t'expliquant un petit peu le contexte aussi, les évolutions majeures. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors oui, vous allez lire du vieux comics, là, hein, des années 40, 50, 60 jusqu'aux années 2000. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, ça permet de voir l'essence même du personnage original, notamment, ben voilà, Batman, c'est un détective, c'est pas un justicier. Et c'est assez drôle. Donc du coup, quand tu lis les Batman récents, tu gardes en tête qu'à la base, il avait ce côté détective et effectivement, il va souvent faire des enquêtes et tout. Et c'est assez intéressant. Et plus on avance, ben, plus le dessin va évoluer. Et là, grâce à DC Anthology, en fait, on va voir Superman, on va voir Batman, on va voir Wonder Woman, le Joker aussi, en tant qu'ennemi. Mais on va avoir d'autres personnages comme Flash, comme Green Lantern, que je connaissais pas. Et là, maintenant, je me dis, ok, je comprends Flash avec Terre 1, Terre 2, je comprends Green Lantern avec les différents anneaux, etc. Et pour moi, si vous vous inquiétez un peu des histoires de continuité, de personnages, vous êtes perdu, et que ça ne vous fait pas peur, ce genre d'histoire, parce que je peux comprendre, c'est un peu vieillot, ça fait peur. Là, c'est des origines de la Justice League, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est le premier numéro de la Justice League, hein, ça c'est le numéro 9. Mais ça permet du coup d'avoir un chapitre spécial qui permet de comprendre. Et notamment, en ce moment, il y a
Martian Hunter qui ressort chez un Absolute, ben, il est là, Martian Hunter, l'original. Et donc c'est assez cool. Il s'appelle le limier martien. Et plus on avance dedans, et plus on va avoir des récits modernes, notamment voilà, un Green Lantern beaucoup plus moderne qui lui date de 2007. Et ça permet comme ça en fait de suivre l'évolution et les grandes révolutions qu'il y a eu dans l'univers d'ici pour aller jusqu'à en gros hop là voilà, ça c'est c'est les derniers Justice League qui étaient sortis à l'époque. Et donc en gros à la fin il dit bon ben quoi lire maintenant. Bon ben en fait là ça y est là c'est sorti en 2012 donc c'était l'époque de Renaissance. Et si tu prends la Justice League qui suit et ben, les Batman, la cour des hiboux, le Wonder Woman qui était associé, ben, tu peux en fait comme ça reprendre l'univers d'ici parce que tout redémarre à zéro à partir de ce moment-là. Donc quand tu arrives ici, là, ça c'est le chapitre justement de Justice League le premier. Bon ben tu dis maintenant je peux prendre le Justice League 1, bon, ben, le premier chapitre sera le même, hein, et je peux continuer et enchaîner. Et alors j'ai pas encore lu, ça sera mes prochaines lectures dans le temps, mais je trouve le concept génial. C'est comme le concept, j'avais pu vous présenter déjà avec les je suis. J'avais lu le je suis X-Men. J'avais lu le je suis X-Men. J'avais pu lire la première fois aussi je suis Spider-Man. C'est toi, mon Poppy, hein, qui me l'avait prêté. Et du coup, ben, je trouvais déjà le concept hyper intéressant. Moi, ça me fait pas peur de lire des histoires des années 40, mais avec ça, voilà, ça te permet d'avoir une culture d'ici, comme tu dis, hein, Thomas, mais sans se prendre la tête. C'est-à-dire que là, finalement, en l'espace de 300 pages, vous avez survolé 80 ans de publication. Bien sûr que vous n'avez pas tout, bien sûr que c'est que des petits bouts, mais c'est suffisant pour comprendre justement l'univers d'ici et les personnages. Et donc ça peut faire moins peur d'attaquer le truc, se dire bon mais maintenant j'ai juste à prendre les titres qui correspondent au nouveau DC Renaissance, c'est ce qu'ils expliquent ici en fait. Donc ça s'appelle les New 52. Et donc de dire ben voilà, tu peux commencer par ça et après tu n'as plus qu'à attaquer numéro 1 et puis enchaîner quoi. Et puis alors après tu as plein de séries parallèles, mais c'est facile de taper New 52 et d'avoir plus ou moins les séries qui sont apparues et de voir lire ce qu'on a envie quoi. Voilà, et là on voit tous les titres qui ont été faits, vous voyez, de 1939 jusqu'à 2011, et c'est quand même assez cool parce que vous voyez, vous avez du Justice League, Green Lantern, et après on va retourner, tu vois, Superman, Green Lantern, Superman et Wonder Woman, il est super ce chapitre en plus, Justice League, et surtout, bon, j'ai un peu zappé, mais quand on se balade dans les années 90, il y a des histoires qui sont très cool visuellement. J'essaye de voir si je vais tomber sur le Batman et Wonder. Voilà, ça c'est le non, ça c'est le Superman. Moi j'aime beaucoup ce graphisme de ces années-là. Je trouve ça très cool. Et après, est-ce que j'en ai un autre? Voilà. On a, euh, on a voilà, le Batman Wonder Woman. J'adore le Wonder Woman avec la coiffure comme ça, quoi. Donc voilà, avec Darkseid. Voilà, là on a le Darkseid et il t'explique que c'est le grand méchant de l'univers. Alors que moi quand j'ai lu Mister Miracle, j'ai dit mais c'est qui ce mec? Je comprends pas. Et là ça vous permet d'avoir une base solide. Après il y a d'autres moyens, vous n'êtes pas obligé de lire ça, mais vous pouvez directement attaquer par exemple l'arc Renaissance. Mais du coup, avec ça, ben, vous vous dites bon ben en 300 pages, j'ai un truc cool. Donc voilà, je n'insiste pas plus, mais je trouvais ça ultra cool. Donc tu me fais penser à te parler de la Justice League Avenger, le crossover DC Marvel. Eh ben écoute, oui, si tu l'as, tu me l'amèneras la prochaine fois. Un autre série que j'ai lu, c'est celle-ci. C'est Wonder Woman Death Earth que j'ai trouvé ultra cool. Lui, je vais me l'acheter en physique. Donc de Daniel Warren Johnson. En ce moment, il y a des séries de lui là. C'est un Wonder Woman post-apo, où en fait on a une Wonder Woman qui était un peu comme Blanche-Neige endormie, qui se fait réveiller. Et qui découvre un monde post-apo où il y a quasiment plus d'humains. Et donc elle se retrouve ben, ouais, vous voyez le Batman tout desséché là ici. Et elle se retrouve en fait face à ce monde-là, et les humains ne lui font pas du tout confiance. Et elle va vouloir les amener sur sa terre
là où il y avait donc toutes les Amazones. Donc si on a lu l'Odyssée Anthologie avant, ben, c'est super parce que du coup on comprend ce que c'est. Et arrivé là-bas, bon, ben, elle se rend compte de pas mal de secrets, je dis pas plus que ça, de pas mal de secrets qui va remettre en question un petit peu tout ce qui s'est passé et Wonder Woman elle-même, tout en gardant les valeurs de Wonder Woman qui sont notamment la compassion, la puissance. Et dedans, il y a vraiment des combats assez forts, assez puissants contre les monstres et des planches visuellement magnifiques. Donc je peux que vous conseiller de lire ce titre, j'ai vraiment adoré. Voilà, avec des planches superbes, quoi. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pu lire. Il y a aussi ce titre que Poppy m'avait prêté il y a un an, au moins, au moins un an, From Hell de Alan Moore. Vous savez que voilà, Alan Moore, c'est un auteur. Je ne vous ai pas encore parlé de Miracle Man, mais j'ai une critique qui attend au chaud pour ça. Qui revient sur toute l'histoire de Jack l'Éventreur, avec toute la noirceur du Londres de l'époque, avec les prostituées, les conditions de vie, et toute une enquête, entre guillemets, sur un chantage qui, au niveau de la royauté, qui va pousser à faire ces meurtres. Et en fait, à la fin, on a tout un dossier ultra de je sais plus combien de pages. Vous voyez, tout ça, c'est les commentaires de l'auteur qui explique. Alors, je vous avoue, au début, j'ai lu, j'ai arrêté après. Et en fait, il s'est servi de nombreux ouvrages et références pour écrire son histoire. Donc, moi, je connaissais pas tous ces détails dans Jack l'Éventreur. Je peux pas vous dire à quel point c'est vrai, pas vrai par rapport au truc, mais c'est une autre vision de Jack l'Éventreur qui est vraiment liée avec des complots au niveau royal, quoi. Alors, c'est une lecture qui a été un peu compliquée, hein, je ne vais pas le cacher. Alors, il y a une version couleur qui existe, mais les couleurs restent quand même assez fades. Euh, c'est assez dur à rentrer dedans. Ouais, il y a un chapitre au début. Genre, à un moment, le mec il fait faire le tour de la ville à son cocher. Il lui raconte à peu près toutes les légendes qu'il pouvait y avoir dessus. Moi, c'était interminable, en fait, interminable. Le début, les présentations sont un petit peu longues, et en fait, c'est vrai que quand on arrive au moment où les premiers meurtres arrivent, là, ça devient beaucoup plus prenant, intéressant. Par contre, voilà, je peux comprendre que le titre ait gagné des prix et tout ça, parce que c'est ultra documenté, ultra précis et tout, mais à lire, j'avoue que là, c'est très exigeant en termes de contenu, là. Waouh! Donc moi, je les ai lus chapitre par chapitre, hein. Tous les soirs, enfin tous les soirs en tout cas, régulièrement, je me lisais un chapitre, il y en a 14, et donc j'ai dû lire ça en 3 semaines. Et bon, je suis arrivé à la fin des 3 semaines, j'étais un peu en mode, bon, c'est bon, on va faire une pause, quoi. On va faire une bonne pause. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment à laisser aux amateurs de l'auteur. Je pense que si tu, si ouais, quelqu'un qui n'est pas habitué aux comics, il dit ça, il en lit plus jamais. Tu le dégoûtes à vie. Donc voilà pour les comics. Qu'est-ce qu'il y aurait après? Non, je crois que le reste j'ai mis en BD et au pire, c'est pas grave, je me suis trompé. Si je devais finir la partie comics, je dirais que j'ai acheté, hop là, j'ai acheté les Granville qui me manquaient. Granville, je vous ai fait une critique dessus. J'ai dit j'avais adoré Granville. Alors même si le dessin peut paraître un petit peu, enfin la colorisation peut paraître un petit peu surprenante, c'est vraiment des super récits. Alors il me manque le volume 2 parce qu'il ne l'avait pas. Donc du coup il me manque plus que celui-ci. Mais voilà, j'ai mes Granville pour moi, donc je suis assez content. Donc ça c'est ce que j'ai acheté. Et du coup, comme il y avait une nouvelle série de l'auteur, j'ai pris une édition un peu spéciale. Donc pareil, même auteur, c'est même univers, ça se passe avant. Ce personnage apparaît dans le volume 5. Et en fait, c'est tout un... Alors il y a un petit truc signé, mais c'est surtout voilà, tout en sépia, comme ça. Ça a l'air très très cool. Et à la fin, il y a des bonus. Donc je me suis dit,
Allez, on va se faire plaisir. On va prendre l'édition avec les petits bonus. Voilà, voilà. Donc là, pareil, ça fera partie de mes prochaines lectures et on verra ce que ça donne. Mais je trouve que l'idée est cool, quoi. Enfin, le design est très très cool. Voilà pour ça. Je Et tout à l'heure, j'ai fait les mangas et je vous ai pas montré tout ce que j'avais acheté en manga aussi. J'ai oublié, vous voyez, après les lectures. J'ai totalement oublié. Mais c'est pas grave, je le ferai tout à la fin. Comme ça, je garderai dans le montage. Voilà pour les trucs. Je peux. Ce que je vais faire, c'est que. Bah écoutez, j'avais prévu 2 BD et plein de petits retours. Donc à la limite, je vais vous faire une BD en critique. Je vais garder l'autre pour la prochaine fois. Parce que sinon, on va jamais finir, quoi. Et je vais vous faire une BD un peu spéciale. Hop. Et hop. Allez, ça va être celle-ci. Voilà, j'en avais 2, mais honnêtement, je vais vous la garder pour la prochaine fois parce que là, c'est déjà tard. Allez, ça va. Donc, c'est la BD Balade que j'ai pris à ma médiathèque, hein, puisque ça, c'est des trucs de ma médiathèque. Et en fait, avant de rendre les livres, je me suis dit, bon, bah, puisque j'ai les livres, autant vous les montrer que sortir une version, une vidéo ou une version numérique un peu à l'arrache. Donc, Balade. Balade, donc c'est la première BD de Camille Pott, ouais, qui a été publiée aux éditions Atrabile, donc les mêmes que Jouer au loup. Et donc cette BD, elle avait retenu mon attention avec cette couverture là, tout en rondeur, quand je l'avais vue popper. Et en fait, quand je l'ai emprunté à la médiathèque, j'ai découvert que c'était un truc Angoulême. Je ne savais pas, puisque bien sûr le truc n'y était pas. Alors c'est une BD assez particulière, mais ça avait piqué ma curiosité. Et en gros, on va mettre en scène le roi, donc Guironio de Fouet, qui est juste là, qui a été métamorphosé, comme on peut voir ici, en grenouille, suite à un complot destiné à l'écarter de la succession royale. Et parallèlement à ça, on va suivre sa chevalière qui reçoit une mission de délivrer la princesse qui vit bien sûr dans sa tour, donc qui est la princesse Patine au bras blanc, et il doit la ramener pour qu'elle épouse le prince. Et on va suivre en fait en parallèle les mésaventures du prince en grenouille, le complot qui est mis en place et la mission de la chevalière dans un univers médiéval qui est peuplé de personnages assez improbables. Alors, bah, ce qui frappe d'abord déjà dans la BD, vous l'avez vu, hein, c'est le parti graphique, hein. Ça peut déplaire, hein, ce côté tout en rondeur. Contrairement à sa couverture, finalement, on a des décors qui sont assez réalistes dans les proportions. Par contre, ça contraste avec les personnages, hein, où on a des silhouettes qui sont déformées, qui sont longilignes, instables, malléables, enfin assez bizarres, et ces visages, pareil, allongés, ces corps tremblants. Vous voyez, quand on voit ce personnage-là. Et donc, du coup, ça donne en fait une allure au protagoniste assez, enfin, en rondeur, un peu grotesque et organique. Et en fait, l'autrice, elle va beaucoup jouer sur l'exagération des expressions et les positions de corps pour apporter une touche décalée et comique dans cet univers qui est déjà particulier. Donc dans cette exagération graphique, en fait, ça rappelle un peu le style des œuvres un peu underground, d'expérimentation en fait, un peu des années 70, dans cette vague en fait de BD alternative. Et ça donne en fait au récit un peu une énergie à la fois un peu débridée et parfois hallucinée quand on le lit. Et le scénario, en fait, il emprunte assez librement aux contes et légendes médiévales et de fantasy, hein, qu'on connaît tous, donc les princes transformés en crapauds, la princesse retenue dans une tour et protégée par un dragon, donc voilà, des complots pour obtenir le pouvoir. Mais en fait, l'autrice, elle se plaît à détourner tous ces motifs. Alors, attendez, parce qu'il y a quand même juste une personne qui vit
sans vêtements. Et donc, elle se plaît à détourner ses motifs parce que voilà, c'est pas le prince qui va aller délivrer la princesse. La princesse dans le château, c'est pas une élégante jeune fille aux cheveux longs, voilà, et personne n'a envie d'embrasser la grenouille. Et donc, Balade se construit comme ça, un peu comme une mosaïque d'intrigues parallèles qui se rejoignent peu à peu au fur et à mesure du récit, tout en déjouant les attentes du lecteur et en faisant une BD, une sorte de bouli-boulga de références, et souvent en les parodiant. Et les personnages, en fait, ils ont tous une tête de d'ahuri, comme vous voyez, et un peu bébête même, sauf, bien sûr, quand il ne faut pas être bébête, là, comme par hasard, il devient intelligent. Et la particularité du titre, c'est qu'il y a un langage qui participe énormément au décalage. C'est-à-dire que les personnages s'expriment un peu en vieux français, truffé de jeux de mots. Par exemple, voilà, et s'amuse à changer justement des lettres avec gloire, avec un Y, etc. Mais quand on le lit, du coup, des fois, au début, la première fois que j'ai lu, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends rien à ce que je lis. Et après, ça vient dedans et tu fais OK. Et ça rajoute un décalage supplémentaire avec plein de néologismes, de contradictions. Enfin, voilà, elle fait un mélange en fait de vieilles expressions, de patois, de chansons modernes adaptées qui fonctionnent assez bien et qui rajoutent à ce côté débile aux personnages en plus de leur apparence. Donc au début, ouais, l'effet est assez déroutant, j'avais un peu de mal à suivre, mais finalement, plus on avance et plus on apprécie ce décalage. Et je dois avouer, le récit m'a fait rire plusieurs fois. Autant par les expressions que le comique de situation qu'elle met en place, et la narration elle est très théâtrale avec des quiproquos, des répliques extravagantes, assez cyniques, des réactions stupides qui succèdent un peu dans un jeu de désordre. Et j'ai aimé justement ce côté volontairement foutraque. Et au fur et à mesure de ma lecture, chaque fois, je me dis, ah, franchement, c'est vachement cool. Je me régale. Et je l'ai même lu 2 fois, hein, pour vous dire. Et derrière ce vernis d'absurdité, en fait, Balade développe pas mal de sous-intrigues aux résonances à la fois politiques et sociales. Notamment, voilà, à un moment, vous voyez, quand vous avez ce genre de rocher, voilà, gourguignot d'émissions, et tout comme ça, où en fait, on va croiser un prince autoritaire qui est haï par son peuple, mais qui est incapable de voir sa propre tyrannie. On a une princesse qui est prisonnière physiquement, et son futur, c'est un mariage forcé, et elle essaie de s'émanciper, mais elle voit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, elle n'a rien. Des habitants qui revendiquent une liberté totale, jusqu'au refus avec cette femme de vivre dans les normes sociales, et qui vit en autonomie et nue, et qui rend le roi à peu près fou. On a la sorcière aussi qu'on voit en bas, qui elle est assez sarcastique, hein, qui fait un peu figure de contestation, qui représente un peu la colère du peuple. Et en fait, tous ces personnages ils vont se croiser et former une grande histoire sur l'avenir du royaume. Et donc, du coup, ça permet d'aborder des thèmes comme la tyrannie, la vengeance, l'émancipation, la condition féminine, le féminisme, le droit du peuple, la liberté individuelle et collective, tout en, tout en les enveloppant d'ironie et de sarcasme. Donc moi, voilà, j'ai trouvé que c'était une lecture qui était très surprenante, surtout pour une première œuvre, et j'ai beaucoup aimé le parti pris et l'ambiance loufoque, justement, exubérante, notamment avec les amis des grenouilles qui sont toutes totalement délirantes. Donc voilà, derrière l'humour, au final, derrière l'humour absurde, là, et cette esthétique volontairement grotesque, mais en fait, elle construit un récit quand même assez foisonnant, qui détourne tous les codes des contes, et qui en fait un outil de critique sociale et politique, tout en nous proposant des moments absurdes et drôles. Et donc, c'est une BD qui va vous sortir de sa zone de confort. Et c'est une BD que ouais, j'ai lu 2 fois pour l'apprécier. Et les 2 fois, j'ai beaucoup apprécié. Voilà pour Balade. Donc, j'avais envie de vous en parler. Je trouvais que c'était une bonne série. Voilà pour ça. Je sais pas si ça donne envie. Je sais que quand je l'ai présenté à mes amis, ils ont fait ouh, oula, oulala, ouh, le visuel là, c'est dur. Mais voilà, je conseille, je pense que ça peut plaire si vous aimez ces thématiques-là.
Sinon, dans mes lectures, alors il y en a que j'ai rendu, mais il y en a d'autres que j'ai encore. Donc, pour vous faire un petit retour sur d'autres lectures, j'ai lu celui-ci qui s'appelle, je vais dire pareil, oula. Donc, il s'appelle Les yeux doux de Colline Corbeyran. Et c'est un récit que, en gros, il y a une super usine qui, en fait, détient un contrôle total sur les emplois et qui, du coup, bien sûr, exploite les gens et compagnie. Il y a tout un système de surveillance entre les employés. Les employés du mois gagnent des stylos. Waouh, super. Et bien sûr, toute la ville est sous le contrôle de la compagnie Les Yeux Doux, hein, qui contrôle aussi cette usine. Et en fait, on va avoir, alors c'est un style, vous voyez, un petit peu rétro. J'ai bien aimé le côté visuel. Et on va avoir bien sûr quelqu'un qui va se faire virer de son usine et ils vont découvrir une sorte de groupe à part, et même le gars qui surveillait va finalement se faire virer aussi. Et je ne veux pas dire plus. Le groupe à part et qui est contre justement le système, qui essaie de trouver des solutions. Et il y a même deux groupes qui n'ont pas les mêmes méthodes. En soi, propos est super. Visuellement, j'aime beaucoup. Ça se lit très très bien. Par contre, ce que je pouvais lui reprocher, c'est que c'était un peu convenu dans l'histoire et dans le déroulement du récit. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai été surpris et on pouvait déjà deviner la fin assez rapidement quand on commençait à le lire. Et c'est peut-être un petit peu, c'est ça le défaut de la BD. Elle est très sympa à lire, mais on finit le titre et on n'en ressort pas en mode waouh, j'ai lu un super truc, c'était génial. Et donc, bon, je l'ai lu et après, en gros, je suis un peu passé à autre chose. Et c'est dommage parce que dedans, il y a de la matière, mais voilà, il est un peu trop resté sur un chemin déjà guidé ou en tout cas pas surprenant. Voilà pour Les Yeux Doux, un petit retour rapide dessus. J'y avais aussi, alors je l'ai rendu, mais j'ai fait une petite vidéo. J'avais lu les Rigoles comment il s'appelle, de Brent Event. On avait déjà lu Le Roi Méduse il y avait quelques temps. Hop là, attendez. Alors j'ai pris une vidéo avant de la rendre à la médiathèque dans ma bagnole, hein, parce que j'avais oublié de le faire. Donc la vidéo, elle est ce qu'elle est, hein. Mais au moins vous voyez le contenu parce que j'avais pas trouvé d'image sur internet. Mais en gros, on va retrouver Brett Event avec son style graphique totalement halluciné de peinture et tout. Je vais vous mettre pause comme ça vous verrez mieux les images. Avec des expérimentations permanentes. Donc ça, on retrouve la folie visuelle de cet auteur. Et en gros, ça va être une sorte de mecs de marginaux, entre guillemets, qui se retrouvent qui vont au restaurant, tout ça, qui se retrouvent, en fait, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus, et ils vont suivre une sorte d'histoire jusqu'au bout de la nuit. Et en fait, ça va être plein de personnages comme ça qui vont s'entrecroiser tout le long du récit, et ça va être vraiment un peu les dérives humaines des gens qui se perdent un peu dans la fête, l'alcool, la drogue, qui enchaînent les boîtes de nuit, voilà, et avec pas mal de péripéties. Autant le roi Méduse m'avait facilement captivé, autant là j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dans l'histoire. J'ai bien compris l'histoire, hein, mais j'ai un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire. Et même si c'est toujours très beau visuellement, voilà, je me suis un peu ennuyé. En tout cas, j'étais pas à fond dedans. Donc quand je l'ai lu, bon, après je suis passé un peu à autre chose. Donc ça, c'est genre le titre. Je suis content de l'avoir lu en médiathèque. J'aurais pas accroché plus. Pour voilà, l'expérience aurait été aurait coûté un peu cher. Par contre, visuellement, chaque page est différente. C'est un plaisir pour les yeux. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, Les Rigoles de Brett Evans. Sinon, j'ai lu. Alors, il est où? Il est là. Préférant système de Hugo Bienvenu, où là, cette fois, lui, je l'avais vu dans l'expo à Angoulême. Et là, cette fois, en fait, on est dans un futur proche où bon, les robots sont capables de vivre avec nous, font les tâches ménagères et compagnie.
Et en fait, les mecs travaillent dans une société d'archivage de données. Et pour des raisons de coût, ils veulent supprimer des vieux titres pour gagner de la place. Et quand je dis, c'est en fait ça, genre là, ils prennent 2001 c'est de l'espace, mais c'est tout ce qu'il y a autour de 2001. Le film et tout ce qu'il y a autour. Ils disent, voilà, ça représente 1100 gigas. Qu'est-ce qu'on fait? Et en gros, les mecs, ils disent, vous supprimez parce que maintenant, on a besoin de place pour mettre des vidéos de vlog un peu débiles, on s'en fout. C'est ça qui rapporte de l'argent, ça rapporte plus d'argent. Et donc, eux essayent de sauvegarder ces histoires, enfin, c'est la culture, mais sauf que c'est interdit par la loi, donc ils deviennent hors la loi, et bien sûr, ils se font attraper. Et le récit va partir dans une sorte de course-poursuite pour essayer de trouver un petit peu d'échapper à tout ça. Et le robot, la particularité, on le voit dès la couverture, c'est que ils portent leur enfant. Donc j'ai beaucoup aimé la première partie du récit, justement sur cette partie de sauvegarde du patrimoine et potentiellement dans le futur de devoir faire des choix et peut-être pas les meilleurs. Mais la deuxième partie du récit, j'avoue, elle m'a un peu perdu. Parce que on va dire que on change totalement de ton. On se retrouve isolé, on va dire, dans la nature. On change de ton et j'ai compris l'histoire de la transmission personnelle, hein, c'est-à-dire d'apprendre les choses par soi-même et de pas tout faire confiance à des machines et compagnie, et de revenir un peu au basique. Mais je sais pas, dans la manière de faire le message, je suis resté un peu sur ma faim à la fin du livre. Et du coup, je t'aime bien. Ah putain, c'est dommage, le début m'avait beaucoup plu. Et finalement, la fin m'a pas comblé, ou du moins s'arrête à un moment où j'étais là en mode, ok, mais après, finalement, ce que tu m'as montré, enfin, je sais pas. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi ça s'est arrêté là, je l'ai pas compris. Donc voilà, je peux pas vous dire plus sur ce livre, assez particulier visuellement. Moi, j'aime beaucoup les parties graphiques. Mais ouais, c'est pas que je m'attendais à autre chose, mais j'ai pas eu, enfin, je suis resté, voilà, j'ai pas tout compris sur ce que vous voulez me proposer. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors j'ai vu la couverture, j'avais trouvé ça joli, je me suis dit allez hop, on va le prendre, on va voir ce que ça vaut. Je l'avais réservé. S'appelle donc Les Monstres de Mayuko. Alors ça va aller vite, hein, celui-ci de Marie Caillou. En gros, c'est une petite fille, alors il est très grand le format, c'est une petite fille qui voit les statues de Tanuki et de tout ça, qui leur jettent de la neige. Et en fait, le soir, quand elle se couche, il y a un renard qui vient la chercher et ça va être une sorte de mélange entre Chihiro et Alice au Pays des Merveilles, où elle se retrouve dans le monde fantastique des yokai, à devoir échapper entre les gentils et méchants yokai. Alors c'est un récit qui fait 60 pages, avec un papier ultra épais pour compenser la faible longueur du récit. Et honnêtement, je ne vais pas être méchant avec le récit, mais j'ai pas compris. Et j'ai pas compris l'idée. On reprend les codes japonais, l'histoire japonaise, mais c'est une autrice française qui fait ça. Et en fait, je me dis, mais quel est vraiment l'intérêt? Parce qu'il n'y a pas du tout de regard personnel, il n'y a pas de touche particulière. Et en fait, on a repris au final quelque chose que presque je dirais un japonais est plus légitime pour faire ça. Alors, j'exagère, mais ça fait presque un peu appropriation culturelle. Je ne veux pas non plus être méchant, mais et finalement on finit ce récit et à la fin on fait ok, mais c'est quoi le but? C'est me présenter l'univers japonais, me présenter des yokai, je sais pas. Et donc du coup, franchement, ce récit, moi je suis passé à côté, je l'ai lu, j'ai fait ok. Bon, ça, c'est pas un récit qui m'a plu du tout. Donc je peux pas vous le recommander, surtout en plus si vous êtes fan ou vous connaissez la culture japonaise. Je pense que c'est pas ça qui va vous intéresser. Sinon, il me reste encore 4. J'ai lu Furieuse, donc Furieuse de Mathieu Burnia. Ça, pareil, j'ai adoré. J'ai adoré, en fait, on a des démons qui sont venus sur Terre et Arthur, le roi Arthur,
grâce à l'épée que Merlin lui donne, une épée enchantée, réussit à... Pardon, ma caméra est même pas centrée. Réussit à repousser les monstres et donc fait revenir la paix sur Terre, mais on retrouve le roi des années plus tard, c'est une loque humaine, et qui doit et sa fille doit être mariée à un comte à côté. Et en fait, l'épée est magique, elle parle et tout, et ils décident tous les deux de s'enfuir parce que elle refuse d'être mariée à ce petit là, à ce duc un peu dégueulasse. Et finalement, bon, elle va parcourir le pays et elle va découvrir le monde tel qu'il est réellement, essayer d'aller sauver sa sœur qui avait déjà été promis à ce même mec, etc., etc. Et il y a le comte et son valet qui va partir à sa poursuite pour la ramener. Donc ça va être le moment d'explorer le monde, le moment de voir avec la dure réalité. Et c'est un récit qui est très drôle, qui se joue des codes. Et c'est un récit qui nous surprend souvent et nous amène à un moment aussi. Ah oui, je m'attendais pas du tout que tu m'amènes vers là en fait. Donc, je peux que vous le recommander et ça joue beaucoup sur les blagues. Comme par exemple, le moment où elle se fait poursuivre, il dit bon, ça serait bien qu'on s'entraîne et tout. Et il s'entraîne, tu vois la page et tout, elle s'entraîne trop fort, donc elle est hyper fière. Et du coup, elle lui dit bon, tu me conseilles quoi là, taille circulaire, machin. Et puis il lui fait écoute, ça fait 30 minutes que tu te débats avec mon épée, je te conseille de te barrer en fait. Et là, elle se met à barrer. Et voilà, et c'est très drôle à lire en fait, c'est très décalé. Je l'ai lu 2 fois, pareil, j'ai beaucoup aimé. Donc je peux que vous conseiller Furieuse. Je vous en dis pas plus, mais c'est une très bonne série. Voilà. Ensuite, j'ai lu, hop là, celui-ci, La Route de Larsenet. Donc La Route, là cette fois on se retrouve avec un monde post-apo où ça va être un père et un fils qui suit une route pour essayer de survivre. Et en fait ça va être cette relation-là qu'on va suivre tout le long avec la survie, puisque chaque rencontre, c'est le risque de mourir, parce qu'il y a tout le monde survit, il y a des cannibales, des crânes de partout, c'est extrêmement noir, extrêmement sombre dans le récit, et c'est un récit qui est assez dur à suivre. C'est un super récit en termes d'ambiance, c'est un roman à la base. C'est un roman et ça a été adapté en film et en BD. Et en fait, voilà, vous voyez ce genre de planche. Donc c'est un récit qui est très visuel, hein, et on va les suivre en permanence en train de se cacher, essayer de trouver à bouffer, essayer voilà, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ils sont sur les aguets, ils essayent de fuir les sectes là, cannibales. Enfin, voilà, c'est assez pesant et c'est un très bon récit. Je peux que vous conseiller de le lire. Voilà, par contre, voilà, en termes d'ambiance, c'est un petit peu chargé, je dirais. Voilà pour ça. J'ai pas plus à dire sur La Route, mais c'est une jolie histoire père-fils entre. Oui, si ce que je peux dire aussi, c'est que en fait, on a un enfant parce qu'il aimerait bien voir d'autres enfants. Il y en a plus, qui lui a toute, on va dire, son humanité et son innocence en fait, où il a envie de donner sa chance comment dire, aux autres. Et il y a le père qui, au fur et à mesure pour la survie, lui, son but, c'est sauver son fils, qui perd de plus en plus son humanité. Et en fait, on va avoir, on va avoir justement cette différence qui va se creuser au fur et à mesure du récit. Donc voilà, avec deux visions différentes. Et donc finalement, le père qui lui fuit tout le temps, s'il voit quelqu'un, il veut pas l'aider, et c'est le gamin qui force les choses pour l'aider. Donc voilà, ça, il y a celui-ci. Petite série aussi que j'ai lue récemment d'un auteur qui habite à Montpellier. Il est où? Donc justement, Poppy m'avait prêté le premier volume. C'est le guide du mauvais père. Alors c'est c'est un tout petit format, hein, comme les mangas. Hop là, et je partage l'écran. Alors il y a 4 volumes. J'en ai lu 3. Et moi, j'ai pas d'enfant, généralement ça m'intéresse pas. Mais je trouve que c'est assez drôle à lire. Et en fait,
c'est plus vu du côté des parents en fait. Et mes parents en mode adulte, pas. C'est même adulte plus que parent en fait. C'est en mode merde, j'ai des enfants et je dois rattraper le coup. Genre là, par exemple, la première histoire, il a perdu une dent, le gamin, et il attend que la souris passe. Et le mec, il oublie en fait 3 jours d'affilée. Et donc, il lui raconte des bobards pour essayer que ça passe. Et voilà, c'est inspiré un peu de sa vie, etc. Les dessins sont très simples, ça se lit très vite, mais c'est très rigolo à lire. C'est plutôt bien trouvé dans l'ensemble. Donc, c'est graphiquement, voilà, hein, ça reste assez minimaliste dans le sens où ça va à l'essentiel. Mais c'est très rigolo. Voilà. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, ça peut, euh, peut vous faire passer un bon moment. Et si vous avez des enfants, je pense qu'il y a des situations où vous allez vite vous retrouver dans ces situations-là. Et moi qui, d'habitude, ce genre d'histoire ne m'intéresse pas trop, ben, j'avoue que le premier tome, je l'ai lu, alors ça se lit très vite, un quart d'heure, le tome il est lu, hein. Vous voyez, il y a 4 images par page, mais voilà, on passe un bon moment, c'est assez rigolo, donc je peux que vous le conseiller. Le mec il habite là à Montpellier en fait. Et donc c'est qui? C'est Guy Delisle. Delisle, je sais pas comment on dit. Bah, c'est écrit. Voilà. Et sinon, dans le dernier titre, hop là, puisque celui que je vous ai fait la critique, je vous en parlerai directement la prochaine fois. C'est Pinocchio. Pinocchio que j'ai lu là il y a 2 jours, même pas. Waouh, sacré titre, hein, Pinocchio. Sacré titre. Bon, on reprend bien sûr l'histoire de Pinocchio, mais avec ce côté BD alternative. Et en fait, on va retrouver l'histoire de Pinocchio en général, mais tous les personnages sont méchants, quoi. C'est-à-dire que euh, Pinocchio a été créé, c'est un robot, hein, qu'on voyait. Il a été créé parce que lui, il veut vendre son idée à l'armée pour faire un, comment ça s'appelle? Une arme de guerre, voilà, ouais, je sais plus comment dire, ouais, une arme de guerre. Donc voilà, il veut être riche. Et en attendant, tu vois, il y a sa meuf qui a décidé de baiser avec le robot. Et en fait, sauf que il a, euh, il est intégré dans lance-flamme et pouf, il se fait cramer la gueule. Et c'est que des trucs comme ça, ultra trash. Et c'est génial à lire. Parce qu'en fait, il va y avoir, tout est lié. Parce qu'au moment, justement, dès le début, en plus, il y a un criquet qui loge, alors c'est en noir et blanc la partie criquet. Il y a un criquet qui va loger, parce que c'est le gros squatter, et à la fin il va loger dans le truc de Pinocchio, et il va trouver son truc, et on va suivre son histoire. Et en fait, tout est lié, c'est-à-dire que le truc du poison au début, c'est lié pour après. Tous les personnages qu'on va rencontrer ont une fin. Et c'est assez fou. Et d'ailleurs, Pinocchio, dès le début, il se fait attraper. Il se fait immédiatement exploiter par un gros mec véreux dans une usine qui exploite les enfants. Bon, bah, sauf que lui, il fait des jouets qui il défonce tout, quoi, le tank qui explose tout. Donc ça les mène à la faillite. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça. Ils vont aller, bien sûr, ils vont rencontrer donc les différents personnages. On va avoir un mélange de contes avec les nains qui gardent une Blanche-Neige, mais c'est pour la violer, hein, c'est pas pour la beauté. Et on va avoir, du coup, pareil, Geppetto qui va se retrouver dans la baleine. On va avoir le Pinocchio qui se retrouve sur l'île enchantée, du coup, avec un clown tyrannique qui, en fait, a décidé. Normalement, il se transforme en loup. Sauf que là, il se transforme en loup, mais c'est pour faire la révolution. Ils ont tous des armes. Voilà, et c'est que des trucs comme ça. Et c'est un délire en permanence, en permanence. Les 2 gars qui ramènent Pinocchio sur l'île, voilà, pareil, on les suit, ils ont leur propre histoire. Et en fait, c'est ça la force du livre, c'est qu'il a réussi à tout lier, et tout en proposant un truc ultra trash et ultra méchant, enfin ultra malsain. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Au début, j'avais vu des planches à Pompidou. Et j'avais dit, putain, les planches, elles sont cool, quoi. Mais j'avais pas vu le style graphique général. Et j'ai dit, putain, le style graphique, il est. Ouais, ça fait un peu penser à du Villemain ou des trucs un peu écho des savanes. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait, putain, mais c'est vraiment génial, quoi. Celle-là, j'ai envie de me la relire tellement qu'elle était cool.
Donc voilà, donc ça ce sont toutes les lectures que j'ai fait au mois de septembre. Et comme vous avez vu, j'ai lu plus de BD de comics que de trucs. Après, il y en a beaucoup, voilà, c'est des one-shots, ça passe assez vite. Mais voilà, c'était ça. Et pour finir.